De l'expérience à la science. Le paradoxe de Fermi et ses implications pour l'ufologie. L'ufologie est un mot composé. On y relève UFO, l'objet d'étude, et logie, qui provient du grec logos. Nous allons faire un peu de philosophie aujourd'hui, car l'ufologie reçoit très peu de contributions philosophiques et c'est sans doute une lacune. Logos ne signifie pas science, comme on peut le lire dans Wikipédia. C'est épistémé qui signifie science. Et c'est précisément Aristote qui définit ce que peut être la science en établissant des catégories et les règles de base de la logique. Alors, que signifie logos? Ce n'est pas non plus l'opinion, c'est-à-dire la parole des uns et des autres qui connaissent mal le domaine d'étude. Le logos est un discours qui se veut rationnel, cohérent, et c'est à Platon que nous devons des définitions claires de ce mot. Ce qu'on peut surtout saisir par la raison, ou encore ce que la raison et l'intelligence peuvent saisir. Le logos est en fait un discours qui tente de clarifier les choses. Ainsi, nous avons des astrologues, des tarologues, des numérologues, des mythologues, des bibliologues, des futurologues, bref, toutes sortes de disciplines qui ne sont pas des sciences, mais qui sont néanmoins des disciplines. Ceci pour dire que ce n'est pas la parole qui fait science, ni même un discours d'autorité, non. Il faut plus que cela. Il faut une méthodologie scientifique. Ainsi, cette conférence de l'expérience à la science est une invitation à saisir ce qui, de l'ufologie, peut ou pas devenir science. Tel est l'enjeu. Une science a toujours un objet d'étude défini. Descartes disait clair, c'est-à-dire non confus, non obscur, et distinct, c'est-à-dire précis et bien défini. Clair et distinct. Or, l'objet volant, non identifié, est tout, vraiment tout, mais certainement pas clair et distinct. Nous sommes donc en prise avec une discipline non identifiée qui étudie des objets non identifiés. C'est quelque peu surréaliste. Comment voulez-vous dans ces conditions être pris au sérieux quand rien n'est défini, ni dans le domaine d'étude, ni dans l'objet d'étude? Il n'existe pas de science indéterminée sur des objets indéterminés. Qu'est-ce qu'un ufologue? Au mieux, c'est un journaliste qui enquête sur des phénomènes étranges. Il n'est donc pas scientifique car où se trouve son objet d'étude? Quel est-il? Quelle méthodologie respecte-t-il? Nul ne le sait. Il n'a que des témoignages recueillis et, avec beaucoup de chance, quelques observations personnelles à son actif. De l'expérience à la science. Voici deux mots fondamentaux. Il faut une expérience qui soit valide. Et il faut une science qui soit adaptée aux phénomènes d'étude, car il existe de nombreuses sciences. Citons-en quelques-unes. La logique, qui se veut fondatrice des mathématiques et de toutes les autres sciences. La logique opère sur des déductions, des inductions, à partir d'inférences. Il existe aussi des rétroductions, qui sont des inférences logiques d'un autre type. Puis, nous avons les mathématiques. Or, celles-ci n'ont aucunement besoin des expériences pour être valides. Elles raisonnent sur des nombres, des lois, des calculs qui peuvent trouver une application dans la réalité ou pas. Puis nous rentrons dans les 4 catégories que définit Stanton Friedman, qui n'est pas seulement un passionné d'ufologie, mais avant tout un physicien. Il souligne quelque chose que tout le monde oublie généralement. La science n'est pas obligatoirement orientée vers des expériences reproductibles. Il rappelle qu'on ne reproduit pas sur commande des éclipses. On ne reproduit pas non plus des tremblements de terre. Et on ne reproduit pas non plus des crashs d'avions, des crimes ou des accidents. Nous invitons notre public à lire son livre « Flying Saucers and Science » qui explique en détail ces types de sciences. Pour les non-anglophones, nous vous préparons avec le Garpan, un livre spécialisé intitulé « L'OVNI posé dans le champ ufologique », qui les reprend et qui tente de définir les bases d'une science ufologique. L'ufologie peut donc devenir scientifique à 2 conditions. 1.
Qu'elle puisse clairement identifier son objet d'étude. 2. Qu'elle sache exactement dans quelle science elle peut se situer. L'ufologie n'est donc pas obligée de fabriquer des ovnis, de reproduire les expériences observées pour devenir une science. L'astronome ne reproduit pas des éclipses. Le sismologue ne reproduit pas des séismes. Le criminologiste ne reproduit pas des crimes. Nous aurions beaucoup trop de criminels sur les bras si tout ceci était reproduit. De ce fait, nous proposons de remplir ces deux conditions. Clarifier l'objet d'étude, définir quelle science est possible. Ainsi, de l'expérience à la science trouve-t-il une pertinence dans ce colloque puisque nous proposons une issue. L'ufologue étudie quoi? C'est inscrit dans son titre, des ovnis ou des UFO. Mais ces deux acronymes sont formulés par la négative, non identifié et unidentified. Nous proposons de conserver les acronymes OVNI et UFO car il est plus commode de ne pas lutter contre un enracinement sémantique populaire, mais d'en changer le sens. OVNI pourrait devenir objet véhiculaire de nature inconnue et UFO pourrait devenir Unconventional Functional Object. Pourquoi ce choix plutôt qu'un autre? Parce que nombre d'observations ovnis ne sont pas toutes si mystérieuses que cela, surtout quand des êtres sortent de leur machine, habillés en combinaison intégrale avec casque et parfois même un équipement pour respirer. Quand les machines sont décrites avec des hublots, une échelle et une porte d'accès, il n'est franchement pas difficile de comprendre que nous avons un aéronef en face de nous. Un objet de forme circulaire surmonté d'une coupole posée au sol. Sur le dôme étaient disposées des fenêtres ovales. Au-dessus pointait une antenne de 5 mètres de hauteur semblable à un périscope de sous-marin. Sous le disque, on distinguait une sorte de nageoire oblongue, comme un empennage, qui reposait sur le sol et s'étendait vers l'extérieur de la circonférence. 2 pieds d'atterrissage étaient également visibles sur le devant, ainsi qu'une porte avec une échelle qui descendait jusqu'au sol. Selon Éric Zurcher, ce cas est même assez important car il précède d'1 mois la célèbre vague des fusées fantômes. Quant à Don Dondiri, il déclare « En tenant compte des performances des ovnis, leur aspect, leur déplacement, leur capacité physique et mentale démontrées par les humanoïdes qui leur sont associés, j'en conclus que ces machines n'ont pas été fabriquées sur notre planète et que leurs concepteurs ne proviennent pas d'ici. C'est la raison pour laquelle la solution la plus simple pour qualifier ces phénomènes est de les nommer observations de véhicules extraterrestres, sachant que certains d'entre eux possèdent des équipages extraterrestres. » Par conséquent, pour une partie des observations OVNI, nous sommes en droit de définir OVNI par objet véhiculaire de nature inconnue. Et dès lors, s'opère une légitimité inattendue pour que l'ufologue puisse se hisser au rang de la science. En effet, s'il existe un véhicule, celui-ci est le produit d'une technologie, n'est-ce pas? Et une technologie est toujours l'application d'une science. Si l'ufologue étudie des véhicules inconnus, il a forcément affaire à une science, car toute technologie est la démonstration d'une science effective. Ce n'est pas qu'une astuce sémantique, c'est la réalité. S'il y a véritablement des objets véhiculaires inconnus, il y a automatiquement une science qui leur est associée. Mais comment nous assurer du bien fondé de cela? Eh bien, nous n'avons pas le choix. Ce sont les témoignages qui doivent être scrupuleusement étudiés en rapport avec les enquêtes scientifiques sur le terrain, prélèvement des indices et analyse des échantillons prélevés. Si nous sommes en mesure de déterminer que le cosmos, l'espace aérien, la surface terrestre et les milieux aquatiques sont traversés par les mêmes ovnis, nous avons notre objet d'étude clairement défini. Le clair et distinct de Descartes est rempli. Or, nous avons des témoignages d'astronautes, tout comme nous en avons d'astronomes, et à la fin de la chaîne, nous avons aussi des observations marines. Ceci nous évite de multiplier les acronymes OVNI, OANI, etc., car d'une part, cette profusion génère de la confusion et surtout, nous ne savons plus si ce sont les mêmes objets dont nous parlons. Généralement, nous ne changeons
nous ne changeons pas de mot dès qu'un véhicule change de milieu. Un char dans la neige, au sol, sur un pont, dans les airs, dans un tunnel, souterrain ou sous-marin, ne change pas de nom pour autant. Un char est un char. Comme nous pourrions dire, un chat est un chat. Il faut savoir nommer un chat. Donc, l'acronyme OVNI, pour Objet véhiculaire de nature inconnue, offre beaucoup d'avantages. Le véhicule qui induit une science est un même concept pour le cosmos, l'aérien, le sol et le sous-marin. Une science doit avoir des concepts logiques et économiques, ne pas multiplier inutilement les concepts quand ils ne sont pas nécessaires. C'est une entreprise de clarification. Elle jette de la lumière sur des obscurités. À présent, nous pouvons passer à la pièce de résistance, les témoignages. Un apport considérable pour l'ufologie serait de reprendre une méthodologie qui nous vient d'un mathématicien philosophe qui est considéré à juste titre comme le père de la phénoménologie, Edmund Husserl. Car il existe de nombreuses phénoménologies qui sont comme des variantes de celles proposées par Husserl. Par exemple, celle du logicien Rudolf Carnap possède la même base. Quelle est cette base fondamentale? L'absence totale de préjugés, mais aussi de présupposés, donc d'hypothèses, de postulats. Husserl utilise un terme grec pour nommer cette attitude, l'épochet, qui signifie arrêt, interruption, cessation, suspension de jugement. Sa méthode peut sembler évidente quand nous prenons le temps d'y réfléchir. Si nous partons d'une hypothèse, ce que font toutes les sciences naturelles, dont la psychologie, nous ne retiendrons des données recueillies que celles qui correspondent à notre hypothèse. Pourquoi? Parce que nous voulons démontrer que notre hypothèse est correcte. Mais en agissant ainsi, en écartant des quantités considérables de données poubelles, nous laissons de côté tout ce que nous ne voulons pas prendre en compte. Autrement dit, nous nous donnons raison même si nous avons tort. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu aujourd'hui parler du célèbre paradoxe de Fermi qui illustre à merveille cette situation. Notre but est de justifier l'intérêt de reprendre l'époché de la phénoménologie descriptive de Husserl, mais aussi ses analyses et ses synthèses qui en découlent. Le paradoxe de Fermi. C'est au physicien Enrico Fermi, 1901-1954, que nous devons le célèbre paradoxe de Fermi. Il était l'un des derniers du XXe siècle à être accompli à la fois dans le domaine expérimental et théorique. Son premier travail scientifique d'envergure était une contribution à la théorie de la relativité générale dans laquelle il a introduit un système particulier de coordonnées qui porte aujourd'hui son nom, les coordonnées de Fermi, et qui sont utilisées dans la géométrie riemannienne, c'est-à-dire les surfaces courbes. Une autre contribution majeure de 1927, qui est restée dans l'histoire des sciences sous le nom de statistique Fermi-Dirac, est utilisée pour décrire le comportement des fermions, particules telles que les électrons ou les protons. Mais ce n'était pas encore sa plus importante contribution survenue à l'automne 1933, lorsqu'il a découvert que l'électron et le neutron devaient être en réalité deux états différents du même objet fondamental, de la même façon que lorsqu'un électron change d'orbite autour du noyau, il se met à produire de la lumière. Sa théorie dite de la transmutation bêta décrit la transmutation d'un neutron en proton avec la création simultanée d'un électron et d'un antineutrino. Petite anecdote amusante, la revue Nature avait refusé de publier sa découverte car elle avait été jugée trop abstraite et trop éloignée de la réalité physique. C'est assez ironique, car c'est précisément grâce à ces travaux que Fermi et son groupe ont mis en évidence la radioactivité émise par les neutrons. Preuve en est que nous ne devons pas nous fâcher avec certaines abstractions lorsque celles-ci ont autant d'impact par la suite sur le terrain.
Nous faisons bien sûr allusion au projet Manhattan, programme secret dont le laboratoire était basé à Los Alamos au Nouveau-Mexique, à laquelle Fermi a participé en tant que conseiller scientifique dans le but de préparer les bombes atomiques à l'uranium et au plutonium qui ont été lancées le 6 et 9 août 1945. D'une certaine manière, suite à l'explosion des 2 bombes atomiques et à la prise de conscience que l'homme est enfin en mesure de détruire sa planète et son espèce, nous pouvons comprendre que Fermi s'interroge en se demandant « Mais où sont-ils » Car nombreux sont les ufologues à avoir constaté la recrudescence d'ovnis suite à nos explosions atomiques, nos nombreux essais nucléaires et surtout à la prolifération de toutes les bombes réparties sur la planète. Cependant, sa question était relative uniquement à un calcul de statistiques. Quel est le contexte? C'est celui d'une discussion informelle pendant l'été 1950 dans la cafétéria du Laboratoire national de Los Alamos entre Enrico Fermi et 3 de ses amis collègues, Emil Konopinski, Edward Teller et Herbert York. Ce qui a suscité le débat sur la vie extraterrestre dans l'univers est tout simplement un dessin humoristique d'Alan Dunn paru dans le journal New Yorker du 20 mai 1950. Ce dessin proposait une explication aux poubelles dérobées à New York peu de temps auparavant. Peut-être des extraterrestres les avaient-ils embarqués à bord de leur ovni pour les amener chez eux? Lorsque les paparazzis veulent connaître les secrets des stars, ne fouillent-ils pas dans leurs poubelles? Ce faisant, ce dessin soulevait la question de la présence extraterrestre dans l'univers, ce qui avait constitué le point de départ d'échanges de points de vue entre eux. Cependant, même s'il s'agissait d'une discussion relâchée entre amis et non pas d'un calcul formel de probabilité, Fermi n'a d'ailleurs rien publié sur ce sujet, elle sous-entendait en fait l'existence d'une forte probabilité de présence extraterrestre dans notre galaxie. C'est la raison pour laquelle d'autres scientifiques ont pris le relais en proposant leurs propres calculs. Voici une citation choisie pour sa clarté, sa simplicité et sa brièveté, provenant du livre « Où sont-ils? Les extraterrestres et le paradoxe de Fermi ». Quel fut donc le raisonnement de Fermi? Eh bien, du même type que celui consistant à déterminer le nombre d'accordeurs de piano à Paris. Fermi commença par restreindre le calcul à notre galaxie en supposant que ces distances intergalactiques requéraient probablement des temps de voyage déraisonnables. Ensuite, en partant du nombre d'étoiles dans notre galaxie, il estima le pourcentage de celles ayant un système planétaire gravitant autour d'elles. Puis, successivement, le pourcentage parmi ces planètes de celles susceptibles d'accueillir la vie. La probabilité que la vie apparaisse lorsque les conditions de son apparition sont réunies, et enfin celle de l'apparition parmi ces formes de vie d'une civilisation d'êtres intelligents ayant des velléités d'exploration et les moyens technologiques d'y parvenir. Et le fruit de son calcul n'était pas un très petit nombre, comme on pourrait peut-être s'y attendre, mais au contraire un nombre supérieur à 1, et même potentiellement beaucoup plus grand. C'est là que le paradoxe de Fermi nous est donné. Si le nombre de civilisations extraterrestres en mesure de nous visiter aujourd'hui est grand, comment se fait-il que nous n'en ayons jamais perçu aucun signe, ni reçu aucune visite? Pour la communauté scientifique, dans son ensemble, ce qui importe, c'est le paradoxe, et non pas le résultat encourageant de ces calculs de probabilité. Pourtant, soulignons que Fermi n'a même pas posé comme probabilité le voyage par trou de verre en déformant l'espace-temps, c'est-à-dire en la raccourcissant, ce qui réduirait considérablement les distances à parcourir et influencerait en conséquence grandement le résultat. Il semblerait d'ailleurs que la probabilité qu'une civilisation avancée puisse créer de tels raccourcis soit assez grande, ou en tout cas non nulle, si nous nous rapportons au témoignage suivant. Vers la fin mai 1972, une conférence sur les ovnis fut organisée à Draguignan par l'ovnilogue Jean Sachaigne, peu après le décès du Dr René Hardy, fondateur du groupe privé GEPA, spécialisé sur les observations d'ovnis. C'est un samedi soir et le public était très nombreux. Dès le début, un Man in Black vient s'installer au premier rang. Pendant une pause, il accompagna Robert David à la buvette pour lui faire la conversation, tout en refusant de prendre la moindre consommation.
Dans un français impeccable, il lui dit que les ovnis ne se déplaçaient pas au sens matériel du terme, mais prenaient des raccourcis spatio-temporels. De plus, il indiqua que le signe de l'OVNI atterrit près de Socorro, Nouveau-Mexique, observé par le policier Lonnie Zamora en 1964, dont une figuration artistique avait été montrée sur une diapositive projetée sur écran par Jean Sachaigne, était un faux et qu'il ne fallait pas en tenir compte. Or, à l'époque, le livre qui a révélé le vrai graphisme de ce symbole n'était pas encore publié. Il s'agit de Socorro Saucer in a Pentagram Pantry de Ray Stanford qui fut édité seulement en 1976. Voilà donc un Man in Black qui aurait pu améliorer l'équation de Fermi et la rendre encore plus paradoxale pour la communauté scientifique. Pourquoi cette dernière ne retient-elle que le paradoxe? Parce que le présupposé « il n'existe pas d'extraterrestres autour de nous » lui apparaît aussi certaine, voire encore plus certaine que les calculs eux-mêmes, preuve en est qu'elle s'est empressée de produire de nouveaux calculs pour éliminer le paradoxe. Nous pourrions dire que ce présupposé, tenace, fonctionne comme une prémisse de départ. Or, la communauté scientifique n'a pas cherché à s'interroger sur le fondement de son présupposé ou de son préjugé. Il n'existe pas d'extraterrestres dans notre environnement. Pire, elle a considéré ce présupposé comme un fait. Si nous nous référons au texte très explicite de l'astrophysicien Michael Hart intitulé « An Explanation for the Absence of Extraterrestrial on Earth ». En raison de leur formation, la plupart des scientifiques ont tendance à écarter toute information qui ne résulte pas de leurs calculs. C'est, dans la plupart des domaines, une précaution prise à l'encontre de l'intrusion d'arguments métaphysiques. Dans le cas présent, cependant, cette politique a conduit beaucoup d'entre nous à négliger un fait empirique évident d'une grande importance. Il n'y a pas d'être intelligent venu de l'espace sur Terre actuellement. Par le passé, il a pu y avoir des visiteurs, mais aucun d'entre eux n'est resté ici pour s'installer ou pour coloniser. Puisque de fréquents passages se référeront à cette donnée de base, dans ce qui suit, nous nous y référerons comme étant le fait A. Nous pouvons formuler plusieurs remarques suite à cette citation. Nous constatons qu'un présupposé, parce qu'il semble logique à la raison pure, devient un fait fondamental sur lequel va reposer, telle une prémisse, une construction intellectuelle. Car après tout, qu'est-ce qu'une hypothèse probable? C'est une hypothèse qui colle avec nos idées préconçues. Nous constatons également une certaine incohérence de pensée entre le fait A et la proposition selon laquelle, par le passé, il a pu y avoir des visiteurs, mais aucun d'entre eux n'est resté ici pour s'installer ou pour coloniser. Si nous posons comme possible la venue de visiteurs par le passé, alors ceux-ci ont eu les moyens de placer la Terre sous observation avec une technologie avancée, comme par exemple sur la face systématiquement cachée de la Lune. L'hypothèse de leur présence plus ou moins discrète sur Terre dans le temps présent est donc d'autant plus élevée qu'elle l'aurait été par le passé. La planète et sa localisation précise dans le système solaire ne leur étant pas inconnue. Par ailleurs, comment distinguer un déni qui devient une croyance fermement établie en fait A de l'hypothèse « par le passé il y a pu y avoir », les deux assertions ne sont-elles pas toutes deux en fait les opinions d'un scientifique sadoxa? Sur quoi fonde-t-il ces deux propositions, si ce n'est par son autorité de scientifique, ce qui n'est pas sans rappeler la critique de Platon que nous devons juger non pas les propositions d'après qui les énoncent, arguments d'autorité, mais selon leur valeur intrinsèque. Autrement dit, certains faits, comme le fait A, ne sont-ils pas purement des arguments d'autorité qui ont moins à voir avec la réalité qu'avec nos représentations intellectuelles? C'est au point que même une hypothèse comme « par le passé il y a pu y avoir » ne peut se hisser à une déduction qui va contrevenir au fait A. Cette scission passé-présent renvoie à une position d'autorité dogmatique, car il n'est même pas permis d'opérer toutes les déductions possibles de l'hypothèse d'un passé lors duquel la Terre aurait été visitée. C'est une proposition qui a en fait uniquement une valeur de concession. Nous pouvons admettre à la rigueur une visite passée, mais non pas une visite présente, sans doute parce que la science nous l'interdit par ses postulats. À ce propos,
le philosophe Philippe Fontaine souligne que la légitimité du savoir scientifique aujourd'hui constitue une sorte de doxa inébranlable, inaccessible à quelque remise en cause que ce soit, qui ne se trouve renforcée par l'extension sans précédent d'une idéologie de la science. Le scientisme, pour laquelle la science constitue, dans tous les domaines, la réponse ultime aux questions que l'humanité peut se poser. Signalons que, par doxa, nous n'entendrons pas l'opinion singulière d'un individu, mais un présupposé tenace qui est communément partagé par consensus et qui semble séduisant en ce qu'il ne remet rien en cause de nos connaissances préétablies. La doxa semble donc rationnelle, cohérente, elle est rassurante. Ainsi, l'opinion scientifique étant devenue un fait, ce dernier ne peut pas être remis en cause. Il le peut d'autant moins que, si nous lisons par exemple Bachelard, voici ce qu'il écrit dans l'Engagement rationaliste. Relisant dernièrement le beau livre de M. Coiré sur Galilée, j'y ai trouvé une pensée qui rend bien compte de cette situation dialectique de la pensée scientifique moderne. Il faut, dit-il, qu'un fait, pour être vraiment scientifique, soit vérifié théoriquement. Entendons, il faut qu'un fait trouve sa place, sa juste place dans une théorie rationnelle. Or, il ne fait aucun doute que ce fait A puisse trouver sa juste place dans une théorie. La théorie étant le fruit de nos idées préconçues. Il ne reste donc qu'à revoir nos calculs de probabilité pour les faire coïncider avec le présupposé et à proposer de nombreuses explications des raisons pour lesquelles ils ne sont pas là. La doxa, bien entendu, renvoie à la croyance, et c'est à ce titre, en réfléchissant au paradoxe de Fermi, que l'ingénieur britannique Paul Potter fait une remarque pertinente dans son livre Gravitational Manipulation of Domed Craft. Ce que j'ai trouvé si révélateur dans cette conjecture au sujet de la vie dans le cosmos de Béatrice Gatto-Rivera est qu'elle conclut avec une teneur plutôt provocatrice que bien que nous, humains, n'ayons jamais pris la peine d'étudier la possibilité de civilisations extraterrestres, nous croyons automatiquement qu'elles devraient être nulles et que nous certifions tout aussi automatiquement que quiconque prétend qu'il pourrait y avoir des civilisations plus avancées et intelligentes que nous devrait être ridiculisé ou conspué. L'équation de Drake en est un exemple, puisqu'elle permet de conclure que la civilisation humaine est très probablement la seule dans la galaxie. Cela démontre en outre la souplesse de nos constructions a priori qui s'adaptent parfaitement à nos présupposés, car l'équation de Drake est utilisée par certains pour démentir le calcul des probabilités de Fermi. Il suffit d'enlever ou d'ajouter quelques paramètres, de modifier quelques variables et le tour est joué. Quand un calcul de probabilité, Drake-Gabriel Granger, peut être utilisé pour démentir un autre calcul de probabilité, Fermi, nous réalisons que ces outils peuvent manipuler l'opinion, comme lors des sondages politiques, et qu'ils se prêtent eux-mêmes à conforter notre opinion selon les facteurs et la valeur des variables sélectionnées. Preuve en est que nombreux sont ceux à avoir voulu solutionner le paradoxe de Fermi en proposant des calculs de probabilité au service du pour et du contre la vie intelligente dans notre univers et dans notre galaxie. L'astronome italien Claudio Maccone propose un calcul de probabilité qui conduit à 4590 civilisations potentielles dans notre galaxie. Quant à Béatrice Gatto-Rivera, physicienne à l'Institut de physique fondamentale du CSIC, Conseil supérieur d'investigation scientifique à Madrid, c'est à elle que revient sans nul doute l'hypothèse la plus audacieuse, qui s'accorde fort bien avec l'ufologie. Elle postule conjointement un principe subanthropique et une conjecture d'indétectabilité dans un vaste scénario qui inclut l'existence d'un multivers, avec la théorie des branes qui succède à celle des supercordes de nos jours et d'une hypercivilisation galactique. Cette dernière aurait déjà colonisé notre système solaire et beaucoup d'autres car elle serait technologiquement très avancée. Mais au sein de ces galaxies, existeraient des sous-civilisations, c'est-à-dire primitives, comme la nôtre.
la différence d'évolution entre notre civilisation primitive et leur civilisation très évoluée serait responsable d'une absence de contact car, d'une part, nous ne serions pas considérés comme des citoyens assez évolués pour faire partie de leur hyper-civilisation, et d'autre part, un contact ouvert pourrait être fatal, totalement destructeur. Sans doute se base-t-elle sur nos tristes rapports avec les ethnies que nous avons fait disparaître en très grand nombre de la surface de la planète en raison d'incompréhensions mutuelles, de différences culturelles et religieuses, de mœurs, d'intérêts cupides, etc. Elle ajoute que notre perception de visiteurs étrangers serait fausse car ils ne feraient que poursuivre leurs recherches scientifiques à l'aide de bases souterraines et sous-marines répandues un peu partout sur leur propre territoire, comprenant des planètes primitives. Les étrangers seraient donc chez eux. Selon elle, notre situation serait donc banale car la vie serait très répandue dans l'univers, mais avec ses différences d'évolution. Elle en arrive donc à la question du paradoxe. Nous ne détecterions pas leur présence car ils s'efforceraient de se camoufler et de dissimuler tout autant leur lieu de vie. Pourquoi cela? Par sécurité, pour se protéger des civilisations agressives. Autrement dit, ils feraient tout pour qu'aucun signe de civilisation ne soit détecté de la part d'observateurs extérieurs. Telle est son hypothèse de conjecture d'indétectabilité. Elle estime aussi que nous sommes, d'une certaine façon, protégés par elle. En fait, si mon scénario est correct et que le système solaire appartient au territoire d'une hyper-civilisation non agressive, je soupçonne fortement que cette civilisation prenne soin de nous et nous traite comme une espèce protégée. Par conséquent, il pourrait bien avoir décidé de nous aider discrètement à de nombreuses reprises dans l'histoire et la préhistoire, en considérant notre évolution sociale, culturelle, scientifique, etc. Mis à part qu'il nous protégerait ainsi de la planète de multiples dangers de types variés, gros météores, prédateurs d'origine extraterrestre, accidents nucléaires, tremblements de terre extrêmement dévastateurs, etc. Par conséquent, ma solution au paradoxe de Fermi est compatible avec les spéculations sur certains ovnis qui pourraient être de véritables aéronefs extraterrestres et que les dieux descendus du ciel pour le bénéfice de l'humanité pourraient avoir étaient des astronautes extraterrestres. Cette physicienne a donc tenté de synthétiser les données ufologiques avec le paradoxe de Fermi. Dans une vision globale et cohérente, elle postule que notre univers à 3 dimensions spatiales serait localisé dans un brane ou sous-espace au sein d'un cosmos ayant des dimensions spatiales beaucoup plus nombreuses. De ce fait, des civilisations évoluées pourraient sauter depuis des dimensions plus élevées jusqu'à notre univers, sachant que certains univers pourraient être très proches du nôtre, voire extrêmement proches. Cette audace de point de vue a un contexte très particulier. Il s'agissait d'un forum ufologique dans lequel était invité notamment le cosmonaute Edgar Mitchell, pilote du module lunaire Antares d'Apollo 14, venu présenter l'incident de Roswell, le World Mystery Forum, qui s'est tenu en Suisse, à Interlaken, le 4 et 5 novembre 2005. Étaient également présents, pour les plus connus, Claudio Macchione, l'astronome que nous avons cité précédemment, Rupert Sheldrake et Graham Hancock. En revanche, Richard Obusi et Gerald Clever proposent un calcul de probabilité qui réduit à néant une telle probabilité par l'introduction de nouveaux facteurs. Les événements cosmiques destructeurs, notamment les rayons gamma qu'ils nomment Galactic Mass Extinctions. Ces derniers ont omis le facteur du développement technologique avancé qui, par exemple, pourrait permettre de vivre à bord de grands aéronefs de la taille de ville ainsi que de pouvoir contrecarrer ces rayons gamma, boucliers énergétiques, à base de plomb ou autres. Le physicien Gabriel Chardin les rejoint quelque peu en ajoutant le facteur de l'épuisement des ressources naturelles, source d'extrême instabilité, de violence et donc d'autodestruction potentielle.
Quant au livre de Stephen Webb, à prétention objective, qui propose 75 solutions au paradoxe de Fermi, un chapitre consacré à l'hypothèse des extraterrestres et des ovnis est raillé, justement pour des raisons de probabilité. Les scientifiques sont beaucoup plus sceptiques à l'encontre de ces diverses propositions, pas seulement en raison de l'improbabilité inhérente aux assertions, mais aussi en raison de la pauvre qualité des preuves à l'appui. En fait, ce sont les improbabilités inhérentes aux assertions qui, dans la construction de la phrase, sont mises en avant pour justifier de la pauvre qualité des preuves à l'appui. Autrement dit, ce que rapportent les témoins ufologiques est tellement improbable que les preuves ne peuvent être que de pauvre qualité. Or, pour aller encore plus loin dans ce qui est sous-entendu, l'improbabilité de la thèse d'une présence extraterrestre dans notre environnement est si grande qu'elle doit nécessairement nous détourner des preuves qui ne peuvent être que de pauvre qualité. Or, nous venons de démontrer que rien n'est moins certain qu'une probabilité ou qu'une improbabilité, puisqu'elles dépendent, l'une comme l'autre, des facteurs que nous retenons et que nous éliminons dans l'équation, ainsi que des valeurs affectées aux variables. Si nous voulons défendre la thèse de l'improbabilité d'une présence extraterrestre dans notre galaxie, nous mettrons l'accent sur les risques de destruction, voire d'autodestruction, en utilisant par exemple notre anthropocentrisme, c'est-à-dire que nous excluons l'hypothèse d'être plus sage ou spirituellement plus équilibré que la race humaine, prise dans son ensemble et dans son histoire. D'ailleurs, à la page Wikipédia de l'équation de Drake, nous pouvons fort justement lire L'estimation de la plupart des facteurs entrant dans la formule de Drake reste très incertaine, si bien qu'en fonction des choix adoptés, le résultat n peut être trouvé bien inférieur à 1, auquel cas nous serions probablement les seuls êtres technologiquement avancés dans la galaxie, ou bien au contraire égal à plusieurs centaines ou milliers, voire davantage. Rappelons que l'équation de Drake se présente sous la forme de n, équivalent au nombre de civilisations extraterrestres recherchées dans notre galaxie, qui est le résultat de 7 facteurs, soit respectivement le nombre d'étoiles en formation par année dans notre galaxie, la fraction de ces étoiles possédant des planètes, le nombre moyen de planètes potentiellement propices à la vie par étoile, la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît effectivement, la fraction de ces planètes sur lesquelles apparaît une vie intelligente, la fraction de ces planètes susceptibles de communiquer, et enfin, la durée de vie moyenne d'une civilisation en années. En outre, il n'y a aucune unanimité sur l'attribution des valeurs aux divers paramètres de l'équation de Drake. Wikipédia souligne en effet que les scientifiques de nos jours ont de considérables désaccords sur les valeurs possibles de ces paramètres. Cette fluctuation des variables et des résultats est d'ailleurs confirmée par le spécialiste d'astrophysique nucléaire Nikos Prantzos de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui écrit dans un texte libre d'accès sur Internet. Depuis les 50 dernières années et la formulation de l'équation de Drake, un jeu assez populaire consiste à attribuer des valeurs numériques plausibles à ces termes variés pour estimer n. Sans surprise, les estimations des différents auteurs varient selon un grand ordre de grandeur. A.C. Cameron trouve n est égal à 2, 10, exposant 6 civilisations, presque le même nombre que n est égal à 10, exposant 6 à la puissance 6, civilisations obtenues par Sagan, 1963, ou Shklovsky et Sagan. Tandis que von Hörner et Jones trouvent n plus petit que 100. Il est significatif de remarquer que les valeurs moyennes des récentes années sont substantiellement plus élevées que celles des années passées. Malgré l'apparent perfectionnement de tels efforts, le jeu est plutôt futile, car jusqu'à il y a quelques années seulement, R pouvait être estimé à partir des observations. C'est seulement ces dernières années que les statistiques pour évaluer le second et troisième terme ont été accessibles. Le quatrième terme suivant restera inconnu jusqu'à ce que nous obtenions une bonne théorie sur l'émergence de la vie, l'intelligence et la technologie.
Nous voyons donc que le paradoxe de Fermi repose sur un présupposé, car il n'a pas été mis en avant que nous ne pouvions encore estimer correctement chaque variable, sans parler du nombre et du choix des paramètres, mais bien au contraire qu'en raison de ce paradoxe, il était même vain de chercher des preuves de présence d'êtres extraterrestres dans notre galaxie. Le paradoxe de Fermi est utilisé comme une assertion selon laquelle la recherche d'une possible intelligence extraterrestre ne devrait pas être fructueuse ou entreprise. Or, un tel présupposé fausse la démarche idéale de la science qui devrait rechercher la vérité du phénomène tel qu'il est, tel qu'il se donne, et non pas conduire à conforter, confirmer nos croyances par le biais de nos hypothèses et de nos calculs. Nous venons de donner la démonstration que Husserl a raison lorsqu'il nous invite à revenir aux choses mêmes, c'est-à-dire aux phénomènes tels qu'ils se donnent, dépouillés de nos convictions, croyances, hypothèses, postulats, etc. Mais comme chacun le devine peut-être, même si nous sommes beaucoup plus rigoureux en recueillant l'intégralité des données, que nous les analysons, puis les synthétisons, en raison de la nature furtive du phénomène ovni, nous buterons, quoi qu'il en soit, sur des mystères, des questions sans réponse. C'est la raison pour laquelle, dans notre méthodologie phénoductive, c'est-à-dire qui se laisse conduire, du latin ducere, par les phénomènes, il nous faut associer d'autres outils. Et nous proposons, à partir des synthèses obtenues phénoménologiquement, à partir des remarques que l'ufologue peut en tirer, de faire intervenir 3 opérations: la déduction, l'induction, la rétroduction, soit des inférences logiques. Nous louons d'ailleurs au passage l'initiative de Don Dondery lorsqu'il écrit dans son livre UFOs, ETs and Alien Abductions, A Scientist Looks at the Evidence, que l'ufologie aurait tout intérêt à réutiliser les outils logiques tels que l'induction, c'est-à-dire l'inférence. Dans notre livre « L'OVNI posé dans le champ ufologique », nous expliquons en détail l'intérêt de ces outils pour l'ufologie. Le but recherché est de vérifier le bien-fondé de nos propositions héritées de l'étape phénoménologique. Pourquoi vouloir en passer par la logique? Parce qu'elle est la méthode des méthodes, comme l'explique dans ses écrits le logicien Charles Sanders Peirce. Il dit aussi qu'elle est la méthode de la science elle-même. Si l'ufologie veut devenir scientifique, elle a donc tout intérêt à s'initier à des rudiments de logique. L'intérêt de la logique, nous explique Tarski dans son introduction à la logique, est que En perfectionnant et en affinant les instruments de pensée, la logique améliore l'esprit critique des hommes et diminue leur risque d'être trompés par tous les pseudo-raisonnements auxquels ils sont incessamment exposés aujourd'hui dans de nombreux endroits du globe. nous devinons aisément que l'ufologue déteste être ridiculisé parce qu'il raisonne mal ou parce qu'il adhère à des récits mensongers ou mal interprétés. Il faut donc utiliser la logique pour tirer au clair les affaires pas sérieuses qui sont comptées de gauche et de droite. La logique peut aussi bien valider un raisonnement que montrer l'incohérence d'un autre raisonnement. Nous allons prendre un exemple en mettant en lumière une induction d'un célèbre ufologue qui a fait un travail admirable, notamment dans l'affaire du Mothman à Point Pleasant, en Virginie occidentale dans les années 1966 et 1967. Sans doute que sans son intervention, cette affaire aurait été rapidement discréditée et serait retombée aussi rapidement dans une mythologie populaire. Voici donc ce qu'il déclare. Le phénomène peut prendre n'importe quelle forme souhaitée, allant de la forme des avions à de gigantesques aéronefs cylindriques. Il peut se manifester à travers des êtres apparemment vivants, depuis les petits hommes verts jusqu'aux impressionnants cyclopes géants. Mais aucune de ces configurations n'est sa forme véritable. Pour le clarifier, posons-le sous la forme de 3 assertions. La première, le phénomène choisit à volonté la forme de ces aéronefs. Deuxième, le phénomène se manifeste dans une grande variété formelle d'êtres apparemment vivants. Et le troisième, dans le phénomène qui n'est qu'apparence, il ne montre pas sa forme véritable. Cette induction subtile a eu un fort impact dans le milieu ufologique, au point que certains ufologues ont déconsidéré les témoignages solides des ovnis dans le cosmos et l'espace aérien
pour adhérer à une hypothèse plus exotique et plus originale, car plus paranormale. Le phénomène choisit à volonté la forme de ces aéronefs. Ceci est un point assuré pour certains aéronefs qui peuvent changer d'aspect à vue, ayant été moi-même le témoin d'une transformation d'un ovni sphérique en avion en moins de 30 secondes. Les nanotechnologies pourraient permettre une reconfiguration totale par modification des liaisons atomiques. Mais ce n'est pas parce que certains vaisseaux possèdent cette technologie très avancée que tous le peuvent. Nous assistons là à une généralisation qui n'est pas démontrée et n'est pas assurée. Les ailes des oiseaux permettent de voler. Les autruches sont des oiseaux et ont des ailes. Donc, les autruches peuvent voler. Nous voyons à quel point cette induction semble logique, bien qu'elle soit fausse. Nous ne pouvons pas généraliser. À titre personnel, il me semble que si tous les objets véhiculaires de nature inconnue pouvaient se dissimuler en avions ou autres objets technologiques communs de notre production terrestre, nous n'aurions pas autant de diversité dans les formes. Sphères, triangles, boomerangs, pyramides, cubes, soucoupes, cigares, etc. Le camouflage serait beaucoup plus souvent utilisé qu'il ne l'est. Le phénomène se manifeste dans une grande variété formelle d'êtres apparemment vivants. Cette assertion est inattendue, car la vie animale terrestre offre une extraordinaire diversité formelle, depuis le plancton ou la méduse jusqu'à la baleine, ne serait-ce que pour la vie marine. Ceci démontre aucunement que la vie biologique serait pour cette raison une illusion. L'homme lui-même offre une grande variété morphologique sur la planète, les galaxies également dans l'univers. La profusion ne peut pas être un indice d'un caractère illusoire. Elle caractérise au contraire l'essence même de la vie. En fait, cette seconde assertion est une inférence déguisée. Parce que les ovnis peuvent être camouflés en apparence trompeuse, alors la profusion formelle des êtres aperçus serait du même ordre. C'est pour cette raison qu'il ajoute apparemment vivant pour renforcer l'inférence vers une apparence artificielle. Or, cette inférence par confusion entre le technologique et le vivant est responsable de la conclusion qui s'ensuit. Le phénomène n'offre donc que des configurations illusoires. Sa forme véritable est inconnue. Là encore, le mot configuration renforce l'inférence seconde d'être apparemment vivant. Nous ne disons pas que les êtres humains ont des configurations physiques. Nous parlerons plutôt de caractéristiques ou de type, voire de morphologie. Le mot configuration est plutôt adapté pour ce qui est technologique. Il y a donc beaucoup de présupposés dans les trois assertions. Tous les ovnis ont les mêmes capacités technologiques de camouflage mimétique. Or, les êtres vivants étant trop disparates ne sont qu'apparence. Ils n'ont pas de morphologie, ils sont configurés. Le phénomène ovni n'est donc qu'apparence. Nous constatons que toutes les assertions sont généralisées, probablement à partir de cas particuliers. OVNI mimétique, être pouvant se doter d'une apparence trompeuse, phénomène pouvant être ambigu. Pour mieux révéler le caractère infondé de chacune des propositions, nous pourrions les transposer ainsi. Tous les animaux ailés ont la même capacité de voler. Les êtres vivants étant trop disparates ne sont qu'apparence. Le phénomène du vivant n'est donc qu'apparence. On ne connaît pas sa forme véritable. Les inductions permettent donc des raisonnements fallacieux car elles sont toujours construites du particulier au général. Les erreurs sont les suivantes dans ce dernier exemple. Nous ne tenons pas compte des ovnis qui ne peuvent pas changer d'aspect. Nous ne prenons pas en compte les êtres réellement vivants ou ayant réellement l'aspect qu'ils présentent. Nous ne prenons pas en compte le phénomène ovni non ambigu. Pour rendre cohérentes les trois assertions de Keel, il faudrait dire si tous les ovnis sont capables de métamorphose, le phénomène peut choisir à volonté sa forme. Si tous les êtres rencontrés ne sont pas vivants et n'ont pas l'apparence qu'ils montrent, ils peuvent se configurer en des tailles et des aspects très divers. Si le phénomène ovni est conforme à 1 et 2, alors il n'est qu'apparence. En fait, les inférences sont responsables de beaucoup de méprises et de croyances, et pas seulement dans les sciences. Ceci n'était qu'un exemple,
mais nous en citons plusieurs autres dans notre essai « L'OVNI posé dans le champ ufologique ». Nous montrons aussi comment utiliser au mieux ces trois opérations logiques, déduction, induction, rétroduction, en revenant notamment sur l'affaire de Saint-Zénon. Nous partons d'un syllogisme, une forme d'exposition composée de deux prémices et d'une conclusion. 1. Tout astronaute possède une culture scientifique et des aptitudes sportives. 2. Story Musgrave est un astronaute. 3. Donc, Story Musgrave possède une culture scientifique et des aptitudes sportives. Ce syllogisme ne pose pas problème, si ce n'est que les performances sportives baissent forcément avec l'âge, Musgrave étant né en 1935. Story Musgrave possède 6 diplômes universitaires. Wikipédia affirme qu'il est le plus diplômé des astronautes. Pour ne pas prendre en défaut ce syllogisme vis-à-vis des aptitudes sportives, nous pourrions dire que Musgrave n'est plus astronaute, mais qu'il le fut. À présent, si nous posons Tout ufonaute possède une culture scientifique et des aptitudes sportives. L'humanoïde de Saint-Zénon est un ufonaute. Donc, l'humanoïde de Saint-Zénon possède une culture scientifique et des aptitudes sportives. que pouvons-nous en penser? Si nous nous fions au témoignage d'Alain L., l'humanoïde rencontré le 14 janvier 2014 à Saint-Zénon, dans la région de Lanaudière, avait bien toutes ses caractéristiques. Sportif, à n'en pas douter, svelte et rapide, puisqu'il a fui à grandes enjambées après avoir été surpris dans le garage d'Alain. Assisté néanmoins par une technologie qui favorise la course, légèrement au-dessus du sol, donc un sportif bien équipé. Quant à la culture scientifique, elle n'est pas mise en doute puisque l'être était en train de scanner le sol, encore une fois à l'aide d'une technologie qui était lumineuse, rayonnante, avec flux dirigé, adaptée à ses mains et sans doute à sa combinaison moulante comme source énergétique. Le témoin a décrit des flux d'énergie qui parcouraient toute la combinaison ainsi que sa tête et une sorte de poche bombée dans le dos de l'humanoïde, lequel, dans l'obscurité, était décrit comme phosphorescent. Un individu qui scanne le sol relève sans doute des données. Nous pouvons ainsi concevoir qu'il sait les lire, les interpréter, tout comme nous pouvons deviner qu'il est à la recherche d'une matière première enfouie dans le sol à une certaine profondeur qui lui est utile. Or, curieusement, aucun ufologue n'a fait une étude systématique sur ces deux caractéristiques. L'aspect sportif et l'aspect scientifique des humanoïdes rencontrés lors des rencontres rapprochées de type 3 et 4 ou plus. Pourtant, nombreux sont les cas où l'ufonaute est décrit avec des performances sportives qui sortent de l'ordinaire, grande rapidité de déplacement, enjambées spectaculaires qui dépassent les capacités humaines, etc. Quant à l'aspect scientifique, il est induit par les inspections sur le sol, qui sont assez fréquentes, avec divers types d'instruments, voire même, plus rarement, les questions que l'ufonaute pose à des témoins, manifestant sa curiosité pour une espèce locale d'oiseau, la composition d'un engrais, etc. La technologie est également omniprésente. Dès que le témoin est invité à bord de l'aéronef, qu'il soit contacté ou enlevé provisoirement. Il existe aussi des cas mondiaux d'ufonautes volants, souvent avec un appareillage technologique. Nous voyons donc que cette façon de raisonner par des propositions logiques ouvre de nouvelles directions d'études en ufologie. Néanmoins, un esprit sceptique et critique aura raison de remarquer que même si nous établissons un profil sportif et scientifique au sein de la catégorie ufonaute, cela ne démontre pas pour autant que nous ayons affaire à un astronaute extraterrestre. Nous avons donc montré dans notre essai qu'il y a plus urgent. Il nous faut démontrer d'abord le lien existant entre ufonautes et ovnis. Par conséquent, les témoignages comme ceux de Maurice Chatelain de la NASA, ainsi que ceux des cosmonautes, ceux des pilotes et de l'espace aérien, sont d'une importance démonstrative capitale. La symbolisation logique peut peut-être effrayer certains ufologues, mais nous rappelons que nous cherchons à simplifier au maximum les difficultés pour rendre accessible cette méthodologie phénoductive à tous. Enfin, après l'étape de ces opérations logiques,
Après avoir bien éclairci les propositions cohérentes de celles qui ne le sont pas, nous pouvons nous lancer dans une vision d'ensemble à l'aide des cartes heuristiques de son inventeur Tony Buzan, Mind Mapping. La vision d'ensemble permet d'établir un paradigme, puis une théorie scientifiquement bien construite. Car il en va de même pour l'architecture. Les fondations doivent être les plus fiables possibles. Nous retrouvons ce procédé dans la police criminelle lorsqu'il s'agit de ramifier tous les suspects et d'y ajouter les divers indices recueillis. Ce que nous avons nommé science phénoductive est en fait une combinaison de diverses méthodologies. La physique, avec l'analyse des échantillons prélevés sur les lieux d'impact OVNI, la phénoménologie avec les récits des témoins, la logique avec la clarification de nos remarques, puis la spéculation théorique avec des modélisations mathématiques issues d'un paradigme. Nous nous donnons ainsi toutes les chances, en combinant nos sciences, d'avancer pas à pas dans les ondes mouvantes de l'ufologie. Si nous y réfléchissons bien, il serait inadapté de nous restreindre à une unique discipline scientifique. Tous nos conférenciers ici présents exposent des aspects multiformes du phénomène OVNI. Et puis, nous avons aussi les tabous de chaque discipline à prendre en compte. Le paranormal n'entre pas dans le cahier des charges des sciences. Quant au subjectif, mot qui signifie relatif au sujet ou au témoin, il est le plus souvent déconsidéré, ce qui montre que l'ufologie doit forcément tracer sa propre voie pour devenir science à part entière. Si nous regardons l'ufologie actuelle, elle est déjà combinatoire. Il serait absurde de rejeter les compétences scientifiques des uns et des autres face à une énigme aussi forte que le phénomène OVNI. Certes, ce défi ne s'adresse pas à tout le monde, sans doute aux plus courageux des scientifiques qui n'ont pas peur de braver les dogmes de pensée et aux plus courageux des ufologues qui voudraient se risquer à s'initier à des méthodologies simples d'accès. Nous avons donc profité de cette conférence pour ouvrir une porte, sachant que ce n'est qu'une humble tentative soumise à révision, à correction, à adaptation, car une science adaptée ne descend pas tout droit de la cuisse de Jupiter. La science ufologique est une entreprise humaine au sens d'une collaboration et d'une construction. Merci pour votre attention.